Bonjour à tous, nous sommes jeudi, voici la quotidienne du 15 octobre. Tout d'abord, retour en images sur le projet Trois Petits Cochons. C'est le bâtiment à Prangin qui accueillera la crèche sur le site des Morettes. Ensuite, direction Saint-Cergue pour revivre les 48 heures de la Résinée, un événement organisé par les Amis de Saint-Cergue avec un Z. Ensuite, en sport, rencontre avec Flavie Capozzi, tout juste élue personnalité sportive 2019. Son prochain objectif, l'aller-retour Chillon-Genève, soit plus de 150 km. En culture, on parle de la musique live et de son avenir avec l'association Distillery of Sound. Une maison en bois et en paille pour la nouvelle crèche de Prangin. Vendredi dernier, la municipalité présentait à la population le projet du bâtiment qui accueillera la future crèche de Prangin sur le site des Morettes. Le jury a désigné le projet Trois Petits Cochons, lauréat du concours d'architecture. La commune de Prangin présente aujourd'hui le projet lauréat du concours d'architecture nommé Crèche Prangin. Qu'est-ce qui a fait que le jury, dont vous faisiez partie, a choisi ce projet plutôt qu'un autre ? Nous avions beaucoup de projets de valeur. Aujourd'hui sont exposés dans cette salle une 60aine de projets. À la fin de toutes les délibérations, nous étions arrivés avec 7 projets, dont celui-là qui est le lauréat. Je peux vous dire que les discussions étaient animées. Les critères qui pour nous étaient décisifs, il y en avait plusieurs. Il y avait d'une part l'implantation dans le territoire, le fait que ça s'intègre bien avec le bâti existant. Il y avait le respect du programme que nous avions établi pour la crèche et pour le restaurant scolaire. Il y avait aussi l'économie des moyens, les matériaux utilisés. Et tout cet ensemble de critères ont fait que finalement notre choix s'est porté sur les Trois Petits Cochons. Combien d'enfants pourront bénéficier de ces centres d'accueil, de cette crèche et de ce restaurant scolaire ? Aujourd'hui, donc 44 places pour la crèche, 44 places pour Prangin, ça signifie environ un potentiel d'accueil de 92 enfants par semaine. Et puis pour le restaurant scolaire, 60 places. Ici, le site où nous nous trouvons, avec d'une part l'école et l'UAPE qui ont été ouverts en 2014. Nous avons ici le projet de la future crèche avec le restaurant scolaire. Derrière, nous avons des habitations. Tout autour, nous avons des habitations. Et on voit la crèche qui est très proche de ces habitations. Alors, est-ce que vous n'avez pas peur que ça pose un peu problème, qu'il y ait certaines oppositions ? Alors, nous ferons tout pour que les préoccupations des habitants soient prises en compte. Et certainement, il y aura des discussions avant que le projet n'avance trop. Ce qui a fait pencher la balance aussi pour ce projet-là, c'est les matériaux qui sont utilisés pour la construction de ce bâtiment, des matériaux respectueux de l'environnement. Est-ce que vous pouvez m'en dire un petit peu plus ? Tout à fait. Alors, un projet en bois qui utilise pour l'isolation de la paille. D'où le nom des Trois Petits Cochons. C'était vraiment nécessaire pour la commune d'avoir un centre d'accueil en plus. Oui, bien sûr, ça rentre dans une politique globale en faveur de la jeunesse pranginoise, qui a commencé d'ailleurs lors de la législature précédente avec la réalisation de l'école enfantine, qui est tout proche du futur emplacement de cette crèche, mais des investissements importants, encore une fois, sur 2 législatures et au cours de cette dernière, qui avoisinent les 20 millions de francs avec, je le citais, l'école enfantine, une cantine scolaire déjà pour les 8-12 ans, une rénovation des bâtiments existants, des bâtiments, des structures parascolaires. Donc de gros efforts de la commune en faveur de la jeunesse, et les crèches sont en quelque sorte le dernier maillon de cette politique. On aura, si vous me permettez l'expression, bouclé la boucle à la fin de cette législature pour un projet qui prendra forme encore en 2023 seulement. Mais aujourd'hui, c'est le début et on est ravis parce que c'est premièrement une première pour notre commune. On n'a jamais réalisé de crèche. Et ensuite, encore une fois, l'aboutissement d'une politique globale en faveur de la jeunesse. Ce week-end s'est tenue la 3e édition des 48 heures de la Résinée, organisée par l'association Les Amis de Saint-Cergue. La manifestation accueillait notamment 2 cuisiniers qui auraient dû participer à la Coupe du Monde de la Résinée. Natacha Delu et Jérôme Perrier nous livrent tous leurs secrets pour réaliser la meilleure des Résinées.
L'association des Amis de Saint-Cergue organisait ce week-end les 48 heures de la résinée. Il s'agissait de la 3e édition. Quel est le concept de cet événement ? Donc le concept de l'événement, c'est de faire surtout un petit marché, mais bien sûr autour de la résinée de Saint-Cergue. C'est une fête plutôt conviviale. On adore, donc les Amis de Saint-Cergue, on adore animer Saint-Cergue. Le but, c'est vraiment qu'on donne vie au village avec un petit marché qui est plutôt artisanal. On essaye de prendre justement des gens locaux. Cette année, on fait un nouveau concept. On a pris des food trucks parce qu'avant, on faisait à manger, mais c'était quand même assez compliqué. C'est un événement qu'on aime bien. Ça marque aussi un petit peu juste avant le début de l'hiver. Et puis voilà, c'est surtout autour du chaudron. On est au chaud. Voilà. Ça fait 6 ans qu'on fait cette résinée et puis on est là chaque année au village, soit chez nous, soit là sur la place de fête. Explique-nous cette semaine comment elle s'est déroulée pour l'équipe qui aurait dû participer au championnat du monde de résinée. Ce week-end, en quoi est-ce qu'il a consisté ? Alors il y a déjà eu les préparations en amont où il a fallu déterminer notre équipe, des cuiseurs, leur tournus, parce que quand on commence à allumer le feu, il faut compter 25 heures et au bout de 25 heures, elle doit être terminée. Et on doit toujours alimenter le feu. Donc on doit avoir notre tournus avec... généralement on fait des équipes de 2. Et la nuit, si on est 3, c'est bien pour pouvoir maintenir le feu tout le temps. Et donc concrètement, comment est-ce que ça s'est passé ? Vous avez mis du jus de pomme, puisque c'est l'ingrédient principal, et ensuite on le cuit. Et on le cuit, exactement. Là c'est du jus de pomme, donc Gala et Golden, qu'on a pris donc, chez chez Pralervent à Signy. Et puis on avait 330 litres. Et une fois qu'on met le feu, on attend. Le but c'est d'évaporer un maximum d'eau pour avoir plus que le concentré du jus de pomme. Et le résultat final, c'est de la résinée. Alors comment est-ce qu'on consomme cette résinée ? Alors, comme tout le monde dit, la fameuse tarte à la résinée. Et puis après, nous, on la prête énormément dans le salé. En marinade, badigeonnée sur un poulet à la broche, en sauce à salade, partout. C'est un condiment comme l'huile, le vinaigre et le magie. Pour certains. Mais qu'est-ce qui fait alors une bonne résinée ? Quelle est la recette ? Quel est l'ingrédient magique alors ? Des bons fruits et des bons cuiseurs. Parce qu'il faut toujours être attentif au feu, qu'elle ne brûle pas, voilà, toujours être... On dit qu'on doit la tenir à 92 degrés au départ, et puis sur la fin, c'est là où être attentif, pas qu'elle accroche, et puis la monter en degrés pour attendre les 100, 110 degrés. Et là, c'est hyper important parce que si on la brûle, elle n'est pas bonne. Et ce qui est aussi important, c'est de dire que finalement, il n'y a pas d'ingrédients que l'on rajoute. Hein. Non, rien du tout. Que le jus de pomme pressé et filtré pour nous, parce qu'on peut aussi la faire non filtrée. Et ce week-end, comment ça s'est passé ? Cet événement, il a un peu remplacé les championnats du monde. C'était un bon échauffement ? C'était un très bon échauffement. Oui, on est très contents et on rentre vraiment dans les 25 heures du championnat, donc c'est le principal. Vous êtes prêts en tout cas pour les championnats qui auront lieu donc l'année prochaine, du 8 au 10 octobre 2021, et ce sera à Pollier-le-Grand. Merci beaucoup. Merci à vous. L'invité que l'on reçoit aujourd'hui n'est autre que la personnalité sportive de l'année. Le 24 août 2019, elle réalise l'exploit d'accomplir à la nage la traversée du lac Léman dans sa longueur, soit 73 km ou encore 31 heures et 19 minutes de nage. Flavie Capozzi, salut, merci d'être avec nous. Salut, merci. Tu es glandoise, tu as 22 ans. Et tu as déjà été récompensée 2 fois cette année, 2 prix, la personnalité de la côte et, comme je l'ai dit, la personnalité sportive de l'année lors de la récente cérémonie des mérites sportifs. Que ton exploit prenne une telle ampleur, c'est une surprise pour toi ? Oui, quand même un petit peu. C'est vrai que je ne m'attendais pas à avoir autant après, ni pendant d'ailleurs. Donc oui, quand même une grosse surprise, mais voilà, ça fait quand même plaisir. Et puis c'est toujours des belles récompenses, surtout après l'exploit, d'avoir encore un petit peu et puis que ça continue. C'est toujours chouette. Toi-même, hein, tu parles d'exploit. Relier Le Bouvray à Genève à la nage, c'est une vraie performance physique, mentale. Qu'est-ce qui a été le plus compliqué durant ces 75 km ? Alors le froid. Vraiment, je pense que ça a été la chose principale. Mentale, c'était pour moi le plus facile parce que sur ça, j'ai un assez bon mental et j'étais très bien préparée. Après, physiquement, je ne vais pas dire que c'était facile parce que voilà, c'était quand même 31
31 heures dans l'eau. Mais je pense que ouais, ce qui m'a causé quand même le plus de peine, c'était le froid. Tu es la première à avoir fait cet exploit en tant que femme? Alors non, du coup, je crois pas, mais voilà, comme je l'ai toujours dit, pour moi, ça, c'était pas l'importance. Et puis, je l'ai fait pour les associations et puis aussi pour moi. Donc, c'est ça, pour moi, le principal. Par contre, il y a quelque chose qui n'a encore jamais été fait, c'est ton prochain objectif, 2 fois plus fou, j'ai envie de dire, puisque tu veux faire un aller-retour depuis le château de Chillon jusqu'à Genève, et tu reviens. Comment t'es venue l'idée et est-ce que c'est réalisable? Alors, réalisable, oui, sinon je ne le ferais pas. Et ensuite, comment l'idée m'est venue? C'est simplement que j'avais dit que si j'arrivais à Genève dans un bon état, je ferais plus fou. Et je suis arrivée à Genève dans un état bien plus en meilleure forme que je m'y attendais. Donc voilà, j'avais mal nulle part, j'étais fatiguée, mais voilà, je tenais debout, j'ai encore fait ma soirée tranquillement. Moi, j'aimerais arriver à Genève au point où je me dis non, non, là, stop, là, je peux plus. Donc c'est pour ça que je me suis lancée plus grand et puis même mentalement, j'ai besoin aussi de voir où je suis capable d'aller. Donc voilà. Le défi, c'est pour 2022. Juillet 2022, c'est quelque chose qui change aussi, contrairement au mois d'août l'année dernière. De nouveau, à cause de la température? Oui, température, on avait choisi en plus la semaine la plus froide de l'été. Donc l'air était froid, l'eau était froide. Juillet, c'est souvent, il y a les canicules et puis du soleil. Donc je pense que ça sera plus favorable pour moi. C'est quelques 150 km, c'est tout simplement le double. Est-ce que la préparation, elle a déjà commencé du coup? Alors oui, j'ai commencé début septembre et puis après voilà, j'ai attrapé le virus. Donc là, j'étais en break et puis là, je vais m'y remettre gentiment. Je pense à partir de la semaine prochaine. Muscu, j'ai déjà continué, mais c'est vrai que la nage, j'ai eu encore de la peine à m'en remettre, donc gentiment, mais ça va venir. Oui, tu as encore le temps, c'est dans 20 mois. Tu as changé un petit peu de groupe, tu es entouré différemment avec un coach natation, Michael Richard, et puis un coach de fitness, David Rivera. Il fallait changer un petit peu la structure? Alors l'entraîneur, oui, dans tous les cas, parce que je m'entendais plus du tout avec et puis la fin était très très compliquée avec, donc dans tous les cas, ça, oui, j'allais changer. Et puis après, mon préparateur physique, j'ai aussi changé parce que voilà, il est pas loin de chez moi, c'est plus pratique et puis j'ai un très très bon contact avec, donc c'est aussi top. Niveau natation, j'ai envie de revenir sur quelque chose. Ça va changer avec Michael, tu vas essayer de revoir un peu ta cadence, ta vitesse de nage. Tu disais que tu allais un peu à un rythme de mémé l'année dernière et là tu vas aller plus vite pour passer moins de temps dans l'eau. C'est ça. L'année passée, j'ai été vraiment tranquille parce que le but c'était pas de faire un temps. J'avais visé 30 heures, mais voilà, si j'ai fait 31 heures là, ça convenait très bien. C'est juste histoire de ne pas faire 6 jours dans l'eau. Donc, aller un peu plus vite et puis là, être un peu plus sur le temps quand même. Effectivement. Et puis, est-ce que quelque chose d'autre changera? On pense notamment à la manière de se ravitailler, à ton équipement, parce que tu as forcément appris de cette première traversée. Alors, tout ce qui est ravitaillement, etc., je pense pas, parce que c'est vrai que ça s'est très bien passé. Je me suis super bien alimentée. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai pas eu de vomissements ou autre, de crampes, etc. Après, par rapport, par exemple, à mon équipement, on restera déjà sur les 2 bateaux. Et puis, combinaison un peu plus serrée peut-être, parce que là, elle était grande. Et puis, c'est vrai que j'ai eu froid, donc peut-être ça sera à revoir. S'il est serré, est-ce que tu pourras mettre une bouillotte chaude dedans? Alors ça, je sais pas. Mais la bouillotte, c'était justement parce qu'elle était trop grande. Et puis, du coup, j'avais froid. Donc, voilà, c'était une autre alternative. Donc là, à voir. Mais de toute façon, on s'adaptera petit à petit. Et on verra. Une grande équipe qui t'entoure, avec notamment la famille. Tu peux compter sur le soutien de tous ceux qui t'entourent. Ah oui, ça bien sûr. Mes parents, ils sont à fond derrière. J'ai mon petit frère aussi qui fait beaucoup de vidéos, donc lui, il va beaucoup me suivre aussi. Et puis voilà, grands-parents, etc., les amis. Donc oui, sur ça, c'est chouette. Et puis on a oublié peut-être de dire, pas le plus important, mais presque, tu nages pour des associations. Alors tu nages pour toi aussi, pour un défi personnel, mais surtout pour des associations. Cette fois, ce sera pour d'autres associations que la première fois. Oui, alors là, ça sera pour une seule association qui s'appelle Morija. C'est une association au Bouvray. Et le but, ça sera de récolter des fonds pour pouvoir construire des puits au Burkina Faso dans les villages où ils n'ont pas d'eau. Donc en fait,
pour moi, l'idée, c'était, moi, je peux nager dans des tonnes d'eau, alors qu'à l'autre bout du monde, d'autres, ils n'en ont même pas pour boire. Donc, je trouvais important, et puis c'était sympa de relier les deux, donc voilà. Beau clin d'œil. Finalement, Flavie, jusqu'où est-ce que tu iras? J'ai regardé juste le record du monde de nage en eau libre féminin, il est à 210 km. C'est pas loin, en fait, il manquera plus qu'une dernière traversée, c'est ça? C'est ça. Après, franchement, j'ai toujours dit, après l'aller-retour, stop les défis, enfin voilà, je m'arrête. Et tout le monde me dit non, mais avec le caractère que tu as, je pense pas que tu t'arrêteras là. Donc après avoir, moi, je me fixe pas d'autres objectifs pour l'instant, je suis sur un seul et je pense que ça suffit, c'est déjà bien grand. Et puis on verra la suite, mais dans tous les cas, voilà, je suis sportive, j'adore les défis, donc pourquoi pas plus, mais pour le moment, c'est pas dans mes idées. Voilà, affaire à suivre en tout cas. Rendez-vous en juillet 2022 pour les 150 km. Merci beaucoup, Flavie. Merci à toi. Quel avenir pour la musique live? On s'intéresse aujourd'hui à Distillery of Sound, l'association organisatrice de concerts rock et autres événements autour de la musique. Leur credo, tant qu'il y a des guitares électriques, une batterie et une basse, il y a de l'espoir. Mais alors, est-ce toujours le cas en pleine période de crise sanitaire? On en parle aujourd'hui avec Steve Schwartzman, fondateur de l'association. Bonjour Steve. Bonjour. Avec nous également Franco Verrilli, secrétaire de l'association, a notamment... Bonjour. Bonjour. Tout d'abord, bienvenue. À noter que vous êtes également programmateur et le patron du Backstage, qu'on parlera d'ici quelques instants. Donc parlons de cette association Distillery of Sound. Steve, c'est votre idée, à tous les deux, même je crois. Comment est-ce qu'elle est née, cette association? Elle est née de discussions, d'envie de pouvoir organiser des concerts dans des lieux autres que le Backstage. Et puis de pouvoir... comment dirais-je, animer des lieux un peu atypiques. Et puis à ça, il fallait une structure autre que le Backstage pour y réaliser. Donc quelque chose me dit que c'était une idée qui était là avant le Covid. Ah oui, complètement. Ah oui, ça doit faire 1 année et demie, 2 ans qu'on en parle. Je pense que ça fait déjà un petit moment, en gros depuis presque notre début de collaboration au Backstage. Et puis je pense qu'effectivement le Covid en fait, a accéléré les choses. Donc, on pourrait penser que ça ralentit justement, donc du coup ça a accéléré. Pourquoi? Ça a accéléré, en fait on a réellement créé l'association pendant le confinement, donc on avait du temps à perdre, on n'avait pas grand chose à faire, donc on s'est vu quelques fois, bien sûr avec les précautions qu'il fallait à l'époque. Et puis je pense aussi pendant le confinement, parce qu'effectivement il n'y avait rien qui se passait, donc on s'est dit mais là il faut vraiment aussi... On s'est rendu compte que quand il n'y a rien, eh ben on s'embête quand même un petit peu, quoi. Ouais, fin 2018, le Backstage met le paquet sur le live, là tout s'arrête. Qu'est-ce qui se passe dans votre tête? Franchement, c'était pas évident, parce que c'est vraiment passé du jour au lendemain quasiment. Donc voilà, ça s'arrête. Après, on est conscient que c'est quelque chose qui est mondial, donc on n'est pas, c'est pas juste quelque chose qui pointe le Backstage, donc c'est un peu tout qui s'arrête. Donc c'est pas évident, mais on était comme... Voilà, au niveau sanitaire, il fallait faire le nécessaire, donc je pense que c'était juste. Par contre, après, on était super contents quand on a pu redémarrer. Ouais. Ouais, Steve, justement, en tant que programmateur, comment est-ce que vous avez vécu cette période? Qu'est-ce qu'on dit aux artistes? Les artistes viennent quand même poser des questions, ou qu'est-ce qui se passe? Beaucoup d'échanges, beaucoup de téléphones, de mails, de SMS. Et beaucoup de frustration et puis d'inquiétude pour pas mal d'artistes quand même. Et puis c'était vraiment, là, il fallait trouver une solution. Donc, là, premier temps, attendre. Et puis en amont, j'étais déjà en train de discuter avec d'autres artistes, puisqu'on s'est rendu compte qu'il n'y aurait pas de festival, pas de paléo. Et c'est aussi pour ça qu'on s'est dit, tiens, on peut organiser des concerts en acoustique durant tout l'été. Ce qui était vraiment une très très bonne idée. Les gens ont adoré, les artistes étaient heureux de pouvoir venir jouer. Donc là aussi, c'était un bon moyen d'aider les artistes. Est-ce qu'aujourd'hui, on parle d'une autre manière de consommer peut-être la musique live et peut-être même les festivals? Je pense que c'est un peu tôt là encore, mais moi j'ai toujours aimé ça, j'ai toujours aimé le live, j'ai toujours aimé les festivals, les concerts. Pour moi, c'est l'essence de ma vie. Franco aussi. Exactement, ouais. C'est vrai que moi j'ai fait du live, j'en ai fait pas mal d'années aussi, plutôt que tant que technicien que comme musicien, mais c'est aussi quelque chose qui a rythmé pas mal ma vie jusqu'à là. Et puis j'espère pouvoir continuer, effectivement. Donc, on a vu tout le contraire, des artistes qui improvisaient leur concert à la maison, où on gardait quand même cet aspect live. Là, de quel œil est-ce que vous voyez ça? Est-ce que ça faisait peut-être une concurrence justement à ces bars, ces cafés, ces restaurants qui pouvaient... Moi, je pense pas. Je trouve que justement, ça a donné de l'espace à des créations plus modestes, aussi plus petites, mais du coup plus accessibles.
Et le fait qu'il n'y a pas forcément tous les gros mastodontes, les gros festivals qui monopolisent toute l'attention de tout le monde, ça a permis, moi j'ai vu même dans la région, il y a eu plein de petites fêtes à gauche à droite, plein de petits concerts, beaucoup plus que d'habitude. Et ça, j'ai trouvé vraiment bien, en fait. Ça... Donc, finalement, c'est un avantage. Une ville de festival, qu'il n'y ait pas autant de festivals, ça permet au groupe de jouer peut-être ailleurs, autrement. Exactement. Ouais. Vous avez fait justement un court-métrage qui raconte un peu tout ça, assez sympa, vous rigolez. C'était quoi le but de ce court-métrage? C'était un délire que j'ai eu, que j'avais envie de me dire, tiens, un groupe débarque sur un lieu de festival où en fait il n'y a rien, et puis essayer d'imaginer un scénario, un petit délire. Et j'en ai parlé à un ami, Manu, qui a sa boîte de production. J'en ai parlé à Myben, c'est des potes, à Petit Greg aussi. Et puis ça s'est fait en 4 jours en fait. Donc, du mercredi, on en a parlé avec Manu, et on tournait le dimanche. Donc ça s'est vraiment fait spontanément. Et tout le monde a adoré, a apprécié ça, puis on s'est bien fendu la poire. Ouais. Vous êtes amusés, ça se sent dans les images, réalité. On regarde un petit extrait, on revient tout de suite après. Salut les mecs, ça fait tellement plaisir de vous voir. Le matériel est prêt, on n'attendait plus que vous. Oh, ça va être super, je me réjouis de vous entendre. Là, t'es sûr? Ouais, ça va être super. Allez, non, ouais, je sais qui vous êtes, on y va les gars. C'est l'heure d'aller mettre... Allez-y. Allez, vous allez foutre le feu là un petit moment, ça va être super. Ils vont arriver, il a dit. Salut Paléo! Ils sont là, ils sont venus de Glen, Californie, spécialement pour toi ce soir. Ils ont joué 2 fois au camping. Mesdames et messieurs, voici mon groupe! Vous aurez bien entendu reconnu la plaine de l'As Paléo qui se donne jusqu'à décembre pour décider ou non s'il y aura une prochaine édition. Est-ce que vous y croyez, vous? Est-ce qu'un prochain été sans Paléo, ça pourrait ou non se faire? Je sais pas. Effectivement, c'est compliqué. Je souhaite à Paléo qu'il puisse le faire, ça c'est clair. Maintenant, c'est presque dans une année, donc on ne sait pas trop comment ça va évoluer la situation d'ici là. Le fait qu'il n'y ait pas justement pas de festival, pas de Caribana, pas de Paléo, vous l'avez dit que ça a été plutôt bénéfique, mais est-ce qu'il y a un impact peut-être financier pour vous, pour les bars qui participent aussi parfois à ce genre d'événement? Alors, pour le backstage, pas directement, parce qu'on n'a pas, nous, on n'a pas de stand, on n'a pas de bar sur le Paléo. Donc ça n'a pas un impact financier pour nous s'il y a le Paléo ou s'il n'y a pas le Paléo. Par contre, l'impact direct que ça a, c'est clair que ça laisse du monde de la disponibilité aux gens quand il n'y a pas Paléo. Donc ça nous permet... de base, pendant la semaine de Paléo, c'est relativement calme dans tous les bars de la côte. Tandis que là, ce n'était pas le cas. Donc c'est l'impact que ça a eu sur nous, en fait. Ouais. Et la région est riche en artistes, justement, plusieurs concerts qui reviennent justement au backstage. Qu'est-ce qu'on peut annoncer? Ce samedi, avec Ignatius. À la fin du mois, il y a The Jamboree. C'est un groupe qui se reforme. Ça fait 7 ans qu'ils étaient en stand-by. Ils se reforment juste pour une tournée de 5-6 dates. Et là, ça sera vraiment bon. On a le vernissage du dernier album de Myben le 7 novembre, avec en première partie Et Satan. Là aussi, je pense que ça sera une grosse soirée. Et puis après, j'ai un blanc. Ouais. Mais de toute façon, il y a le site qui est là pour nous aider, parce qu'il y aura du blanc, du rouge, tout ce qu'il faut aussi avec modération. Ouais. Je rigole, mais est-ce que ça a eu une manière différente aussi de programmer? Je veux dire, est-ce que du coup, vous avez mis en avant peut-être plus encore la scène locale? Oui, et puis surtout déjà parce que certains groupes français ou de l'étranger ne pouvaient pas venir. C'était un peu compliqué avec la situation. J'ai déjà programmé, si tout va bien, pour l'année prochaine, un groupe italien, un groupe de Rome, qui doit venir à la base au mois de mai cette année. Et là, on a reporté pour le mois de mai l'année prochaine. Donc là aussi, c'est en train de se finaliser encore. Les prochains concerts atypiques avec l'association peut-être Distillery of Sound? Là, justement, c'est tout en projet. On peut pas trop prendre des dispositions, parce que vu que ça change tout le temps, je suis en discussion avec 2 groupes pour 2 projets dans des lieux un peu drôles. Mais ouais, tant que ça ne bouge pas, tant qu'on n'a pas de certitude sur les conditions, sur ce qu'on a le droit, ce qu'on n'a pas le droit de faire, on est vraiment à tâtons. Donc,
Heureusement, la musique est toujours là pour nous aider. Steve Schwertzman, Franco Verilli, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci. Merci à vous. Merci. C'est tout pour la quotidienne du 15 octobre. On se retrouve demain pour la rétro.